Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. La pyramide du Louvre a enfin vu le jour. À Paris, le centre Georges Pompidou. Les Halles, là qui est aux fleurs. La Tour Eiffel, car c'est d'elle qu'il s'agit, reçoit chaque année près de 6 millions de visiteurs. Intitulé Accord de Paris. Et le quartier latin, jusqu'à l'aube, allait être secoué de violence telle qu'on n'en avait jamais. Les murs de Paris recèlent de mystères. Derrière chaque façade, chaque porte, se cache l'histoire de celles et ceux qui l'ont traversée. Explorer à nos côtés des siècles d'aventures, à la croisée d'événements merveilleux et des temps les plus obscurs. Cette semaine, avec À la rencontre de l'histoire, rendez-vous sur la rive gauche, à 2 pas du Panthéon. Dans la rue Valette, loin du boucan de la Sorbonne, le numéro 2 abrite les vestiges de notre civilisation. À travers le destin fascinant des habitants, plongez dans le passé et découvrez un Paris disparu. Laissez-vous guider dans les rues tortueuses de Paris. Oserez-vous écouter ? Notre histoire commence au 5e siècle. La légende raconte qu'un dragon terrorisait alors Paris. Marcel de Paris sauva une femme pécheresse des griffes de la créature et la terrassa d'un unique coup de crosse. Après le prodige qu'il aurait accompli, il est canonisé et reçoit des terres sur la montagne Sainte-Geneviève. C'est sur celle-ci qu'est fondé le Clos Bruno. S'il ne comprend que quelques rues, le lieu connaît pourtant une histoire très riche. Son éternel qui avait établi l'Empire des Francs pour être dans le monde l'instrument de vos divines volontés, le glaive et le bouclier de votre sainte église, nous vous en prions. Sire, l'aube pointe, il faut partir. Battez mon cheval, Théobald. Bien, sire. Saint-Hilaire, veillez sur vous. Peu de temps après avoir fondé le royaume des Francs et s'être converti au christianisme, Clovis décide en 508 de faire de Paris la capitale de son royaume. C'est à cette période qu'il ordonne la construction sur la montagne Sainte-Geneviève d'un oratoire dédié à Saint-Hilaire. Le roi professe un culte particulier à l'égard du premier évêque de Poitiers. C'est à lui qu'il se croit redevable de la victoire remportée à Vouillers en 507 sur Alaric, roi des Visigoths. Pour Clovis! Pour les Francs! Oh mon Dieu, c'est un miracle. Dieu nous préserve. Clovis aurait gagné la bataille grâce à une colonne de feu qui, s'élevant du tombeau d'Hilaire, aurait guidé les troupes franques. Au 7e siècle, l'abbé de Sainte-Geneviève, Froebald, fait agrandir l'oratoire. Dès 1158, l'édifice est mentionné comme chapelle paroissiale dédiée à Saint-Hilaire. Dans le cartulaire de Sorbonne, l'église est évoquée sous le nom de Vicus Superior Sancti Hilari, en référence à sa position de point culminant du Clos Bruno sur la montagne. Pour pouvoir accueillir les fidèles de plus en plus nombreux, de grands travaux sont entrepris et la première église voit le jour à l'angle de la rue des 7 voies. Cette église dotée d'un clocher est l'une des plus vieilles de Paris. Dès le Moyen-Âge, on doit aux communautés ecclésiastiques l'expansion du vignoble parisien. On fabrique au Clos Bruno l'un des meilleurs vins de Paris. Mais le quartier est alors moins connu pour ses paroisses que pour les filles de mauvaise vie qui y officient. Ah oui, il faut surveiller le vin, surtout pour éviter le gel. Tavernier, deux bouteilles de Tavinas, tu seras gentil. Moi, je veux que vous ne preniez pas une fermentation, là, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. L'autre jour, je suis venu pour le repas de midi, je lui demande un verre de pinard, je lui commande des rigottes pour le début de la soirée. Et bah tiens, c'était les deux poètes qui sont là-bas derrière. Bref, je me demande si j'ai de quoi payer. Je crois que tu me demandes ça que je vous dis. Au XIVe siècle, le renouvellement d'une ordonnance de Saint-Louis en fait état. Celles que l'on appelle les filles dissolues sont sommées d'habiter uniquement à 9 adresses parisiennes, parmi lesquelles on trouve la rue Fromentel, actuelle rue Laneau. Si elles venaient à occuper d'autres quartiers, les filles publiques étaient emprisonnées au Châtelet, puis bannies de Paris. À la fin du XIIIe siècle, Guillot de Paris faisait déjà allusion à la part sombre de la capitale dans le dit des rues de Paris. Au fil de sa déambulation littéraire, le bonimenteur évoque régulièrement tavernes et prostituées. Eh bien, mon cher Guillaume, que faites-vous donc ? J'écris, l'ami. Les travaux de l'église Saint-Hilaire m'ont donné l'idée de ce passage ce matin. Et la rue des Amandiers-Prèze, c'est en une haute rue empraise, qui a nom rue de Savoie. Guyot de Paris tint sa voie, droit en la rue Saint-Hilaire, où une dame débonnaire, main qu'on appelait Gietta, en contre est la rue Judas, puis la rue du Petit Four, qu'on appelle le Petit Four, Saint-Hilaire et puis Clos Burnio,
où l'on arrostit maint brûlio, et puis la rue du Noaër, où plusieurs dames pour louiller font souvent battre leur quartier. En quoi vous n'aimez pas? Oh, si. Vos mots m'ont rappelé bien des souvenirs. Ah, qu'il est loin le temps où j'étais un beau séduiseur. La rue des Sept Voies était alors mon repère. Jamais une nuit solitaire quand on traînait là-bas. Suite à la réforme grégorienne menée par l'Église au XIe siècle, une rupture nette s'opère entre clercs et laïcs. La papauté favorise alors l'émergence des universités et leur garantit protection, privilèges et autonomie. L'Université de Paris, l'une des plus anciennes et des plus réputées, est constituée d'une association de facultés situées sur la rive gauche. Celles-ci n'ayant pas encore toujours leurs propres locaux, les chapelles et églises à l'instar de Saint-Hilaire leur servent de lieu de rassemblement. La localisation spécifique des universités fait des rues des acteurs à part entière de la ville. Comme les autres corporations, les facultés sont concentrées dans des rues précises. La théologie pour la rue de la Sorbonne, les 7 arts libéraux pour la rue du Foire. Au Clos Bruno, on trouve la célèbre faculté des décrets, c'est-à-dire de droit. Elle occupera l'endroit jusqu'à son déménagement au XVIIIe siècle, place du Panthéon. Parmi les plus célèbres maîtres du quartier, il y a Pierre Abélard. Il enseigne sur la montagne Sainte-Geneviève, devant des foules de jeunes gens admirateurs. Mais si Paris devient la cité des lettres, c'est aussi grâce aux librairies qui recouvrent la montagne Sainte-Geneviève. Dépêchez-vous, nous allons être en retard à Saint-Hilaire. Avez-vous entendu parler des derniers extraits oratoires d'Abélard? Oh oui, j'aimerais tellement le rencontrer. Les étudiants du collège de la Sorbonne sont de bons orateurs. Les étudiants du collège d'Harcourt sont des sots. Salve. Eh, enlevez vos pattes de ma marchandise là. Ah, voilà l'enseigne de la cuillère, la librairie de Guillaume Dumas. Croyez-vous le décret de Gratien? Pas du tout. Mais le principal du collège Fortet m'a assuré que vous auriez ces livres. Au tournant des XIIe et XIIIe siècles, le rôle des librairies est essentiel dans l'émergence des universités. Avant cela, le savoir des livres était le propre des moines copistes et des ecclésiastiques autour desquels ils gravitaient. Avec l'imprimerie, l'enseignement a révolutionné. Si la paroisse Saint-Hilaire est de faible étendue, elle compte pourtant sur son territoire un nombre étonnant de libraires, parfois plusieurs par maison. En 1571, on pouvait en compter 14 pour la seule rue Saint-Hilaire. Les artisans du livre composent plus d'un tiers de la population recensée dans le quartier. L'emplacement est idéal. Il se situe à mi-chemin des tanneries du faubourg Saint-Marcel, qui fournissent la matière première, et de l'université, principal vivier de clientèle pour les métiers du livre. Mes amis, que reste-t-il à ce dauphin si gentil? Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Paris. Oh, mon Dieu. Ah. Chut. Chut. Quel boucan. Qu'est-ce encore que ce bruit? Chut. Vertuchou. Oh, je n'en peux plus. Ah. Cela doit être encore le vieux Colin qui a bu comme une éponge. Chut. Ah. Vous voilà enfin. Mon chou, je vous en conjure. Faites quelque chose. Voyez comme le petit pleure. Ne vous inquiétez guère, mon ange. Je vais te pas faire arrêter ce vacarme. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de tout cela. Que se passe-t-il ici? Ah, ce sont les peintres de l'église Saint-Hilaire. Ils se mangeaient le blanc des yeux depuis tout à l'heure. Quel baveux ces deux-là. Ils se chamaillent pour des sornettes au sujet d'un nombril. Enfin bon, vous connaissez les artistes. Ils ne sont jamais d'accord. Eh bien, ils n'ont pas fini de faire tapage, hein. Canaille, j'aurai ta peau. En 1513, l'église est profanée par les coups que se portent deux peintres. Les deux hommes se sont vivement disputés sur la manière dont il convenait de représenter Adam et Ève dans le paradis terrestre. Ces personnages qui n'avaient pas eu de mère, devaient-ils être représentés avec un nombril? 1555. Robert Certain est nommé curé et principal du collège de Sainte-Barbe l'année suivante. Dans la rue Saint-Hilaire, il fait creuser à ses frais un puits qui aide énormément les paroissiens. Quelques années avant la Révolution française, les reliques de Saint-Hilaire sont transportées dans l'église. Mais celle-ci est fermée dès 1790 et la paroisse supprimée en 1793. Les violences des révolutionnaires se multiplient et mènent bientôt à la fin de toute organisation ecclésiastique. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. 2 ans plus tard, le monument est vendu comme bien national.
Il est détruit en 1807 et laisse place à différents commerces. Plusieurs familles d'artisans se succèdent au numéro 2 de la rue Valette, appelée ainsi depuis 1879. Jusqu'aux années 1920, il s'agira surtout de commerçants de vin, comme les Vigeries, qui occupent l'endroit pendant près de 40 ans aux côtés des Sauciers, une famille de charrons. Voilà, un peu de soir. Bon, un peu sale. Oh, ça petit à deux. Avec bonne âme, monsieur. Un petit sou. Bonjour voisin. Bonjour mon petit. Alors, comment vous portez-vous? Oh, depuis la mort de papa, ce n'est plus tout à fait comme avant, vous savez. Il manque, c'est certain. Et puis, regardez un peu autour de vous. Je ne reconnais plus ce quartier. Enfin. Et vous, de votre côté, les affaires sont-elles bonnes? Bonjour monsieur, vous n'aurez pas quelque chose à manger? J'ai faim. Ah ça, mon enfant, je ne vends que du vin, moi. Je n'ai rien à te proposer, je suis désolé. Ne me regarde pas comme ça, gamin. Lève les yeux, je ne suis que charron. Merci quand même. C'est malheureux. C'est exactement ce que je vous disais. Je ne reconnais plus les lieux. Toute cette pauvreté dans la rue, c'est affolant. Oui, je dois bien l'admettre, l'endroit a changé. Le quartier est délabré. Je me demande bien si les choses vont bouger un jour. J'ai entendu dire que le conseil municipal avait voté un ordre du jour interdisant tout garage à moins de 60 mètres d'un édifice public. Oui, mais cela n'a servi à rien. Un garage vient d'être installé juste à côté de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Mais la commission d'hygiène s'y opposait pourtant. Et j'avais discuté avec le colonel des sapeurs-pompiers. Que voulez-vous? C'est un véritable danger pour la bibliothèque, pour les étudiants, pour nous tous. Regardez les gens dans la rue. Ils sont obligés d'habiter des immeubles vétustes. Bon sang, j'ai oublié mon fournisseur. Imaginez mes clients sans leur vin. J'y retourne. On va reprendre ces discussions quand vous le voulez, mon petit. Et ne vous découragez pas, hein. Dans son roman L'Interdiction, Honoré de Balzac dresse un portrait tragique du quartier, ancien 12e arrondissement de Paris. Le plus pauvre quartier de Paris, celui dans lequel les 2/3 de la population manquent de bois en hiver, celui qui jette le plus de marmots autour des enfants trouvés, le plus de malades à l'Hôtel-Dieu, le plus de mendiants dans les rues, qui envoie le plus de chiffonniers au coin des bornes, le plus de vieillards souffrant le long des murs où rayonne le soleil, le plus d'ouvriers sans travail sur les places, le plus de prévenus à la police correctionnelle. Les années passent. La Seconde Guerre mondiale éclate. Après un an de lutte, la France capitule face à l'ennemi allemand en juin 1940. Mais rien n'est perdu. La résistance s'organise peu à peu dans la clandestinité. Parmi ses combattants de l'ombre, un homme surprenant et mystérieux, Joseph Boxhoff. De son vrai nom Francis Wolff, il s'est battu auprès d'autres émigrés roumains engagés dans les brigades internationales en Espagne. Capturé par les nazis, il réussit à sauter du train en marche qui l'emmène en Allemagne et aide tous les autres passagers à s'évader. Nous sommes en 1941 et Joseph Boxhoff rejoint Paris. Engagé dans la résistance dès son arrivée, ses compétences d'ingénieur chimiste et son expérience lors de la lutte contre le franquisme lui valent de diriger l'OS-MOI. Aux côtés de Raoul Tanguy, il participe l'année suivante à la création des FTP-MOI, les francs-tireurs partisans main-d'œuvre immigrés. Spécialisé dans le déraillement des trains, il devient le chef du 4e détachement dit des dérailleurs, l'un des plus actifs de la résistance. Il organise alors des opérations d'envergure contre les chemins de fer utilisés par la Wehrmacht et les SS. Prudent, Joseph Boxhoff change régulièrement de planque. L'une d'entre elles, au 1 bis rue Lano, l'actuelle de rue Valette, lui sert de dépôt d'armes et d'atelier pour la confection des bombes. Son agent de liaison et compagne, Charlotte Grouillard, dresse ainsi son portrait. Joseph Boxhoff est un communiste courageux, réfléchi et profondément humain. Un homme modeste, invariablement calme, parlant peu, concentrant toute son énergie dans la lutte armée contre les forces militaires et répressives du nazisme. De tous les partisans, il fut le plus tenace et le plus minutieux dans la préparation de l'action. Il était capable de passer des nuits entières pour mettre au point le mécanisme d'une machine infernale ou convertir une mine anti-char en bombe à retardement. Il était soucieux de protéger la vie des hommes placés sous ses ordres et leur porter une affection fraternelle. À la tête du groupe, souvent appelé Manouchian Boxhoff, il n'échappe pas à la surveillance de la brigade spéciale numéro 2 des renseignements généraux. Les policiers lui ont donné, comme aux autres membres, un nom de code faisant référence à l'endroit où ils l'ont repéré. Le surnommé Ivry est traqué depuis le 20 septembre. 24 septembre 1943. Boxhoff sort à 9h, prend le métro à Tolbiac
descend à Jussieu et se rend à pied rue Lano, au numéro 1 bis, où il séjourne quelques minutes. Il prend le métro à Luxembourg et descend à Bourg-la-Reine. Ivry, 38 ans, 1m70, cheveux châtain clair, coiffé à gauche, front haut, tempes dégagées, nez brusqué, deux rides prononcées allant des narines au coin de la bouche, corpulence mince, complet bleu marine, souliers noirs. Boxov sort de son domicile Manoukian fait quelques emplettes dans le se rend à Montrouge et à l'angle des rues Pasteur de Plaisance, il rencontre un individu que ne ressort pas de la soirée. L'étau se resserre. Joseph Boxov est arrêté le 17 novembre 1943. 2 jours plus tard, une perquisition a lieu au 1 bis rue Lano. Les inspecteurs trouvent une mitraillette, 2 armes automatiques, 33 boîtes de détonateurs, des dizaines de cartouches d'explosifs, une bombe. Torturé pendant plusieurs mois, le résistant est condamné à mort par le tribunal militaire du Grand Paris. Aux côtés de 21 autres membres du groupe Manouchian, Joseph Boxov est fusillé au fort du Mont-Valérien le 21 février 1944. Quelques années plus tard, le 2 rue Valette a bien changé. Au sous-sol est créé le caveau des Carcamousses. Les étudiants en droit de la Sorbonne établissent leur quartier dans cette cave décorée avec les moyens du bord. Parmi ces étonnants amoureux de la scène, on compte Anne-Marie Carrière, Bernard Lavalette, Catherine Sauvage ou encore Louis Beria. C'est au caveau des Carcamousses que pour la première fois à Paris, on lit en public les poèmes de Jacques Prévert. En 1948, c'est au tour du jazz d'envahir le lieu. Le caveau des Carcamousses laisse place au Kentucky Club fondé par Alex Garchini, un ancien légionnaire. En 1956, celle que François Mauriac surnomme le charmant petit monstre, Françoise Sagan, raconte une soirée au Kentucky Club dans son roman Un certain sourire. L'établissement fait fureur. Benny Carter, Claude Luther, René Frank, Kat Anderson et bien d'autres s'y produisent au rythme de soirées endiablées. Le Kentucky Club ferme définitivement ses portes en 1965. L'endroit devient le repère des malfrats. Dans les années 70 et 80, les proxénètes se servent de l'ancien club comme d'une vitrine. Les receleurs et les trafiquants de drogue y sont rois. Une nuit, un incendie ravage l'établissement. Nous sommes au début des années 1990. Un homme qui travaille dans le quartier, Michel Guidella, passe devant les débris entassés à l'entrée du 2 rue Valette. Il décide alors de racheter l'endroit et d'y ouvrir un restaurant. Sa femme a grandi dans le quartier. Comme beaucoup de Portugais au début des années 60, la belle famille de Michel a fui la dictature de Salazar et s'est installée à Paris dans le plus grand dénuement. Avec elle, il transforme l'endroit. La clientèle est au rendez-vous, mais mari et femme décident de donner une nouvelle tournure à leur projet en 1995 en faisant du restaurant un pub. Le pub Saint-Hilaire tel qu'il existe aujourd'hui voit le jour. Le Clos Bruno est loin, mais la bière coule à flot comme le vin fabriqué ici des siècles plus tôt. De l'histoire, il ne reste aujourd'hui que peu de choses. Une partie de l'abside de l'église Saint-Hilaire et beaucoup de souvenirs. Ici s'achève notre voyage dans le temps. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast au cours duquel nous traverserons les siècles et les rues de Paris à la rencontre de l'histoire. Notre histoire. Je m'appelle Caroline Ziani et vous venez d'écouter le premier épisode d'À la rencontre de l'histoire, un podcast réalisé pour le master Histoire audiovisuelle de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Le texte est de Caroline Ziani, Marion Dropsy et Dovset Bon sur une bande originale de Caroline Ziani, à l'exception du chant des partisans d'Anna Marly. À la réalisation, au sound design et au mixage, Caroline Ziani. Un grand merci à Antoine Azria, Michael Borret, Arthur Bosquet, Jérémy Auro, Samuel Roditi et aux familles Dropsy, Sedboum et Ziani.